Le facteur apporte le courrier à la porte de Paris. La porte de Paris mène au faubourg de Paris, au vieux Sobot-Écluse, digue de terre partageant les étangs de la Somme par un système de vannage. En poursuivant son chemin, le préposé des postes franchira le pont Saint-Pierre, le fort Saint-Pierre, puis les fortifications de la couronne de Paris à la Chapelette, près du canal. La couronne de Paris, 2 trous d'eau, d'environ 10 arts chacun, dans les anciennes fortifications près du canal. L'hiver, quand il gèle à pierre fendre, quelle aubaine! C'est le rendez-vous des patineurs. Toujours à la couronne de Paris, dans les anciennes fortifications, le déversoir du faubourg de Paris régulait les eaux du canal. Voiture à cheval franchissant la porte de Paris. Très dégradée après le siège de 1536, la porte de Paris a été reconstruite en 1654, puis réparée en 1765. Enfin, le génie militaire l'a remaniée en 1826. C'est par cette porte de Paris datant de 1826 que nous entrons en ville. Les habitants du quartier et le boucher des abattoirs d'à côté posent pour la photographie. Vue du haut des remparts de l'ouvrage 48 à la porte de Paris. On y découvre les chaînes du pont-levis, le battant du Desportes, le déversoir de la Somme sous le pont et les remparts de l'ouvrage fortifié numéro 34. Toujours fidèle, Jeanne Quentin. Merci pour votre vue de la porte de Paris. Assurance Le Phénix. Chocolat Jules Damois. Exposition générale. La réclame envahissante macule déjà toutes les pierres de la porte de Paris. Vue de la porte de Paris intérieure, avec le poste de garde et les moulins. Vue prise du pont Sainte-Barbe. Partant de la porte de Paris, la muraille du sud-est offre une vue magnifique sur les étangs vers Flamicourt. En face du collège, nous découvrons la tour du Coutre. Aspect de Péronne vu du sud-est, et de ses fortifications qui défendent la ville jusqu'à la porte de Flamicourt. Quel est le nom de cette tour carrée que l'on croit entrevoir? Est-ce une discontinuité dans la linéarité de la muraille? Avec l'arrivée du chemin de fer, la porte de Flamicourt, située à l'extrémité sud de la rue Béranger, a été percée dans la muraille en 1876 pour permettre l'accès à la toute nouvelle gare de Péronne-Flamicourt. Son pont-levis franchit un bras de la rivière la Cologne. À proximité, on y trouve la caserne, l'école des garçons, l'hôpital-hospice, la gendarmerie et l'hôtel des voyageurs. Comme sur toutes les portes, la réclame y fleurit aussi. Ici, les annonces commerciales côtoient les affiches électorales. Franqueville, Boulanger. La rue Béranger, vue de la porte de Flamicourt intérieure. Sur la droite, présente à toutes les portes, le bureau de l'octroi est un passage obligé pour les transporteurs qui transitent en ville.
Situé à l'extrémité de la rue Béranger, ce passage a parfois été désigné comme la rue y menant. Unie d'un double pont-levis, c'est la porte la plus large de la ville. « 15 décembre 1900. Merci Jeanne pour votre fidélité. Quand on vient de la gare, on pénètre en ville par la porte de Flamicourt. Le premier bâtiment que l'on aperçoit sur la gauche abrite la gendarmerie. La gendarmerie est établie rue Béranger depuis 1870. À sa droite est accolé l'hôtel des voyageurs. À quelle occasion la gendarmerie est-elle décorée? Un 14 juillet peut-être, ou l'arrivée d'un nouveau chef. La carte postale n'en donne aucune précision. La porte de Bretagne à l'est, passage obligé de la route des Flandres jusqu'au début du siècle dernier, remplaçant l'ancienne porte Saint-Sauveur, a été érigée vers 1610. Par cette porte, nous pénétrons au faubourg de Bretagne. C'est le quartier le plus proche de l'abbaye du Mont-Saint-Quentin que fonda notre illustre saint patron. C'est aussi dans ce quartier que se sont installés les Britanniques, ou plutôt les Britons, à la suite de Saint-Furcy. D'où les noms Faubourg et Porte de Bretagne. Et oui, par sécurité au Moyen-Âge, les étrangers n'étaient pas autorisés à habiter au sein des murs des villes. Les faubourgs seuls leur étaient autorisés. L'étroite porte de Bretagne est l'un des lieux où la circulation est très difficile. Elle voit se croiser sous ses toits tous les voyageurs de commerce, colporteurs, routiers et charretiers qui traversent la ville. Voilà ce qui est écrit au dos de la carte postale. Ce que je vois tous les jours. Je te présente à droite mon patron, sa fille, ses 2 chiens. Alfred Rey, peintre péronais né en 1857, nous en laissera une esquisse. Les armoiries de la ville ornent la façade extérieure de la porte de Bretagne. Notre spécialiste des sites de Péronne et de la vallée de la Somme, Alfred Rey, nous dessinera cet ouvrage Louis XIII. L'extérieur de la porte de Bretagne. Le bâtiment est construit sur 2 pavillons carrés, 2 tours coiffées de hautes toits en ardoise de style Louis XIII, abritant un passage couvert, et le mécanisme manœuvrant le pont-levis, franchissant une résurgence de la rivière du Glavion. Majestueuse et toujours visible, le bastion royal protège le sud de la porte de Bretagne. Sa muraille défensive est ornée d'un angle de bastion très décoratif. Peut-être que cette corniche, ouvrage d'art militaire, était prévue pour recevoir une poivrière. La ville est entourée de 4 kilomètres de remparts. Ici, nous voyons la tour d'artillerie, au bastion de Vendôme, au nord de la porte de Bretagne. Au bastion de Vendôme, nord-est, au bastion royal, sud-est, et tout le long des remparts, les canons pointent leur bouche à feu et sont prêts à tirer sur l'ennemi. Les canevas de tir sont prêts. On n'est jamais trop prudent.
Les poudrières du bastion Richelieu, de la caserne, et celles près de Port-le-Roi sont bien garnies du précieux explosif. Ici, au bastion royal, 2 canons de 24 livres en position de siège et sur affût de place surplombent la muraille. Cette photographie nous donne un aperçu plus précis d'une des pièces d'artillerie défendant la ville. Le système de fortifications à la porte de Bretagne verrouille l'entrée est de la ville. L'espace occupé par l'eau et les marais était alors important. Pour le franchir, il faut passer à travers diverses chicanes et traverser 2 ponts-levis. Un poste de garde couvert en contrôle l'entrée. Le voyageur qui quitte la ville par la porte de Bretagne doit contourner la demi-lune de Chaulnes en face du moulin de Belzèze avant de pénétrer au faubourg de Bretagne. C'est par une poterne bien visible sur cet agrandissement qu'il y entrera. Là, il y retrouvera la route des Flandres, après avoir franchi la porte du faubourg de Bretagne, puis le pont du faubourg de Bretagne, dans l'ancienne demi-lune Colbert. Suivons encore ce lourd chariot et pénétrons au cœur du faubourg de Bretagne. Moins à l'étroit qu'au centre-ville, situé sur la route des Flandres, le faubourg de Bretagne abrite un nombre très important de cafés, auberges, hôtels où les nombreux voyageurs, routiers, charretiers, cochers et postillons ainsi que leurs montures s'arrêtent pour passer la nuit. On y trouve de tout, paille, foin, fourrage, avoine et eau pour les chevaux, mais aussi bière, vin, alcool pour les hommes. À droite, le garage Gossuin. Le garage Gossuin, téléphone numéro 49, vend et répare les automobiles, motocyclettes, tricycles et bicyclettes de toutes marques. Il dispense des leçons de conduite pour l'obtention du brevet de chauffeur. Il vend aussi de l'essence que l'on emporte dans un bidon et possède aussi un grand choix de phonographes et de disques pâtés. L'usine à gaz, installée vers 1895 au faubourg de Bretagne, produit du gaz de houille. À l'origine, ce gaz ne servait qu'à l'éclairage public. La maison Horace Arcelin, située en face de l'usine à gaz, au 27-29 faubourg de Bretagne, fournit tout le quartier en vins et spiritueux. Du centre du faubourg de Bretagne, on peut voir vers l'est la porte du faubourg de Bretagne, l'octroi à sa droite, et à gauche le café du Tonquin. Le voilà le café du Tonquin, Mignot, débitant. La porte du faubourg de Bretagne sécurise l'entrée est. Sa pile de droite en masque le café du Tonquin. Des militaires, fusils sur l'épaule, en assurent sa protection. Sur la droite, son poste de garde contrôle l'entrée est de la ville. Sur la gauche, en 1906, et pas encore bâti sur la photo précédente, le magasin militaire de la caserne
s'installe en face du poste de garde. Plus à l'est encore, le pont de la demi-lune Colbert franchit le dernier fossé qui nous sépare de la campagne, les routes d'Arras, de Cambrai et de Saint-Quentin. Vue intérieure de la Porte Neuve en venant de la rue du Pan. La Porte Neuve a été percée vers 1850 lors des derniers renforcements des remparts, à la même époque que la construction de la Porte Saint-Nicolas. Celle-ci permet un accès direct au bastion Richelieu qui accueille la nouvelle poudrière. On ferme alors la porte du Nord, débouchant de la rue du même nom. Cette porte fermée avait pour nom Dauphine à sa création, en l'honneur de la naissance cette année-là du fils aîné de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Vue extérieure de la porte neuve débouchant de la rue du Pan. Cette poterne va donner accès au cimetière, déplacé hors des murs de la ville après 1792. Le nouveau cimetière se trouve alors au-delà des glacis du bastion Richelieu, sur le côté du chemin Noir, dans les jardins de l'actuelle sous-préfecture. Il sera depuis de nouveau déplacé où il se trouve toujours. En venant de la rue du Pan, la Porte Neuve permet de sortir de la ville en traversant le bastion Richelieu, où est située l'une des poudrières de la caserne. Serpentant à travers le dédale des fortifications du bastion Richelieu, franchissant un petit pont, le chemin Noir très étroit vous mène au nouveau cimetière, au bois du Quinconce, à la route d'Ancre ou au mont Saint-Quentin. Avec l'élévation toute relative du niveau de vie et l'aménagement du Quinconce en promenade et aire de jeu, cette porte étroite est de plus en plus empruntée. Promeneurs et convois mortuaires s'y croisent dans la joie et la douleur. Les fortifications du bastion Richelieu. En avant-plan, le chemin Noir et son petit pont. En saupoudrant son blanc manteau sur le chemin Noir, Dame Nature, dans sa poésie hivernale, ne respecte pas le sombre chemin. Mais qu'il est beau le chemin Noir sous la neige. Fermée depuis le siège de 1536, la porte Saint-Nicolas a été rouverte par le génie militaire en 1851. Celui-ci en a fait un passage complexe, composé de 2 portes couvertes, d'un pont fixe franchissant la rivière du Cam et d'un pont-levis. Cette porte adossée au château permet l'accès au Quinconce et au pays d'Ancre. Alfred Ray nous a laissé un dessin de la porte Saint-Nicolas, où l'on voit très nettement le pont-levis. Le bureau de l'octroi se situe à gauche de la porte Saint-Nicolas intérieure. L'octroi est un impôt indirect, prélevé aux portes des villes au profit des communes sur les marchandises et denrées destinées à la consommation locale. Cette grande maison de maître, à droite de la porte Saint-Nicolas, appartient à M. Hamel, avoué, charge disparue remplacée par la profession d'avocat. Sur la droite de cette grande maison débouche la rue des Juifs, de l'époque. Passage obligé, les portes sont de vastes panneaux réclames. Les annonceurs publicitaires recouvrent les lambeaux des anciennes affiches par des neuves, ajoutant de la couleur à la grisaille des tons délavés. C'est laid, mais il faut bien se faire connaître et faire marcher le commerce.
Cette villageoise au cabas bien lourd, sous la porte Saint-Nicolas, revient du marché. Elle fera 3 kilomètres à pied pour se rendre chez elle, à Halle. Un fiacre allant à Cléry, en passant par Sainte-Radegonde puis Halle, fait bien le chemin, mais ses moyens modestes ne lui permettent pas une telle dépense. Petite fille assise sous la porte en avant du pont Saint-Nicolas. Annonce pour le centenaire des concours agricoles à Péronne. En 1907, une affiche collée sur la porte Saint-Nicolas, imprimée par la Société des agriculteurs de la Somme, célèbre le centenaire des concours agricoles à Péronne. Les lauréats des comices agricoles sont récompensés par des médailles. Lors du comice agricole de Péronne de 1843, les médailles sont frappées à l'effigie de Louis-Philippe. En été, ou sous la neige, le pont de la porte Saint-Nicolas franchit la rivière du Cam et vous conduit au Quinconce. Venant du Troupeau de l'eau, alimenté à l'est par les fontaines Villette et Revel, contournant les remparts du bastion de Vendôme puis celui de Richelieu, par un faible débit, le Glavion, devenu rivière du Cam, s'écoule nonchalamment entre les piles du pont Saint-Nicolas pour atteindre les glacis du château, où ses eaux se mêleront à celles de l'étang du Cam. Débouché nord de la porte Saint-Nicolas et chemin du Quinconce. Le chemin du Quinconce à l'entrée du terroir de Sainte-Radegonde. Du même endroit, l'hiver sous la neige. Le système de fortification près du fort Carabi. La tour Hangar. Le bâtardeau de Sainte-Claire, derrière la butte de terre. La tour Maillard. La tour Sainte-Claire, la tour Paillarde, dans la verdure, le glacis de protection, le tunnel de communication, le bâtardeau de Sainte-Radegonde. Au fort Carabi, le bâtardeau de Sainte-Radegonde et sa dame. Le bâtardeau partage et régule les eaux des marais qui participent à la défense. La dame sur le bâtardeau interdit à d'éventuels assaillants de le traverser. Un coin des fortifications. Est-ce le bastion Richelieu, le bastion Royal, celui de Vendôme, ou ailleurs? Partout, l'eau est au pied des murailles. Bucolique, les glacis des fortifications servent de prairies aux moutons. Le dimanche, les belles dames et les beaux messieurs de la belle époque, tout en se promenant, viennent admirer agneaux et brebis.